Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez la radio Isanganiro, c'est le rendez-vous de l'émission Mosaïque. Comme vous pouvez vous l'imaginer, nous allons parler des résultats des élections, quoique provisoires. C'était lundi le 25 mai 2020, le président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, le docteur Pierre Claver Kazihise, a procédé à la proclamation des résultats provisoires des élections tenues le 20 mai 2020. Selon ces résultats, le candidat du parti au pouvoir, CNDD-FDD, le général-major Évariste Ndayishimiye, a remporté l'élection présidentielle du 20 mai avec plus de 68% de voix exprimées. Le président de la CENI a indiqué qu'en deuxième position vient le candidat du parti Congrès national pour la liberté, le CNL, M. Agathon Rwasa, avec plus de 24% des suffrages exprimés. Nous rappelons que pour l'élection présidentielle, 7 candidats étaient en lice, dont 2 indépendants, une coalition et une coalition des partis politiques. Le taux de participation a été estimé à plus de 87% à ce triple scrutin parce qu'il regroupait l'élection présidentielle, l'élection législative et l'élection communale. Le taux de participation, je le disais, était estimé à 87% et les inscrits à ce scrutin étaient plus de 5 millions de votes. Pour l'élection législative, le président de la CENI a déclaré que c'est toujours le CNDD-FDD qui vient en tête avec plus de 68% des voix exprimées, suivi du CNL avec plus de 22%. Le troisième parti au présidentiel et aux législatives, c'est le parti UPRONA. Si les résultats ne sont pas modifiés après le traitement des plaintes auprès de la Cour constitutionnelle, une juridiction qui a compétence pour juger du contentieux électoral, nous aurons une Assemblée nationale avec seulement 3 partis, à savoir le CNDD-FDD, le CNL et l'UPRONA, avec une nette domination du CNDD-FDD parce qu'il aura obtenu plus de 80 sièges au moment où le CNL n'a qu'une trentaine après cooptation. Alors, que vous inspirent ces résultats, quoique provisoires ? Quelles sont les ressources politiques des candidats qui pourraient ou qui auraient influencé les résultats pareils? Ces résultats ont suscité des contestations de la part du CNL. Pensez-vous que le parti contestataire a suffisamment de preuves pour soutenir son argumentaire? Les évêques catholiques du Burundi ont fait une déclaration il n'y a pas 2 jours. Et ils ont montré qu'il y a eu irrégularité. Pensez-vous que ces irrégularités constatées par l'Église catholique de la part de ses observateurs pourront changer ces résultats proclamés par le président de la CENI? Eh bien, avec d'autres questions, nous allons débattre dans ce débat mosaïque avec 3 invités que je vais tout de suite vous présenter. Nous avons choisi alors de débattre sur ce sujet aussi important en choisissant des invités qui, nous pensons, qui seront à la hauteur de ce débat, des politologues, des chercheurs, professeurs d'université. Le premier, c'est le docteur Denis Banshimiboussa. Il est politologue, il est professeur à l'Université du Burundi, il est spécialiste des partis politiques et des élections. Bonjour et bienvenue, Monsieur Denis. Bonjour et merci de l'invitation. Le deuxième invité, c'est le docteur Jean de Dieu Ndikumana. Il a fait de la sociologie politique. Je ne sais pas si je pourrais vous appeler aussi politologue. Bon, sociopolitiste comme il le dit. Et il est professeur à l'École nationale d'administration. Bonjour et bienvenue, Monsieur Jean de Dieu. Oui, bonjour. Merci de m'avoir invité. Le troisième invité, c'est M. Aloïse Batungwanayo. Il est doctorant en sciences politiques. Il est en train de préparer une thèse de doctorat sur des questions liées aux mémoires plurielles. Je ne sais pas si je me trompe, M. Aloïse. Mais c'est ça. Très bien. Le débat mosaïque d'aujourd'hui est animé par Sylvain Nakarutimana au micro.
À la cabine technique, Séraphine Hakizimana, Innocent Bibonimana. Et à la prise d'image, c'est Rono Nyongeza et Marie-Justicia Tuikez. Encore une fois, bienvenue, chers auditeurs, chers amis, à ce débat mosaïque. Alors, pour commencer par la première question, de façon générale, que vous inspirent ces élections, Monsieur Denis? Merci de votre question. Ce sont des résultats obtenus au terme d'un processus électoral très discuté, et ce qui est normal, et qui était encore une fois multiple parce que c'était un triple scrutin. Et ce sont donc des résultats qui nous montrent comment a été la compétition, même si en entrant en profondeur, on pourrait encore une fois faire quelques autres observations. Ok, on aura le temps d'entrer en profondeur. Monsieur Jean de Dieu, c'est la même question. Que vous inspirent les résultats de ces élections? Oui, merci de cette question. Les résultats de cette élection nous inspirent justement de quoi sont des résultats qui provisoires, comme on les appelle, et qui démontrent exactement le résultat de la participation des différents partis politiques. Alors, la commission indépendante en charge justement de dire les élections, plutôt de dire les résultats, ont déjà proclamé. Alors, ce qui reste, bien entendu, c'est les plaintes, c'est-à-dire au niveau des irrégularités, comme ça a été soulevé par certains partis politiques, notamment le deuxième parti politique. Alors, à ce point-là, nous observons justement, une fois que ces preuves arrivent à donner un changement sur ces résultats déjà proclamés. Merci. Aloïs, que vous en dites? Bon, c'est d'abord difficile de pouvoir s'exprimer sur ces résultats. D'abord, c'est parce que c'est provisoire, mais aussi c'est difficile parce que ça prend quelques minutes. C'est des résultats au niveau présidentiel, au niveau législatif, même si on a les tendances pour les résultats des conseils communaux. Mais la première chose qu'on voit, c'est que il y a eu une participation en pluralisme politique. Parce que c'est la première fois au Burundi qu'on a 7 candidats qui briguent le poste de président. C'est la première fois dans l'histoire du Burundi. Vous parlez des candidats. Nous entamons la deuxième question relative effectivement à ces candidats. C'est une question relative aux ressources qui étaient disponibles pour ces candidats-là pour battre la campagne afin de pouvoir séduire l'électorat burundais. Monsieur Denis, si on devrait parler des ressources politiques de ces candidats, il y en a 7. Probablement qu'il sera très difficile de parler de chaque candidat avec toutes ces ressources. Mais s'agissant des ressources et des candidats, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Bon, personnellement, je ne saurais bien m'exprimer sur cette question. Parce que pour les ressources des candidats, c'est bien maîtrisé par les candidats et leurs équipes en compétition. Sinon, nous remarquons que le folklore qui s'observe dans les rues, dans les manifestations, dans les campagnes. Mais en réalité, les ressources politiques ou financières ou économiques, généralement, ça relève des équipes de campagne de ces différents compétiteurs. Mais il y a du visible quand même. Parlez du visible, sinon... Donc, le visible, c'est que tous les candidats ont pu battre campagne. Et ils ont rivalisé dans leur programme politique. Et puis, ils ont essayé de toucher le maximum possible d'électeurs. Même si, peut-être au niveau des médias, ça n'a pas été de la même manière. Mais sur le terrain, au moins... les 2 principaux partis politiques, en l'occurrence le CNDD-FDD et le CNL, on a vu que ça a rivalisé beaucoup. Et on pourrait penser vous prenez un parti pris, pourquoi vous dites principaux partis politiques alors qu'ils étaient partis comme, comment dire, des candidats qui étaient théoriquement égaux, quoi. Maintenant, nous ne sommes pas dans la campagne, nous sommes la pré-élection. C'est-à-dire, la force des partis politiques se fait remarquer par les résultats. Donc, je ne parle que des résultats. OK.
Merci. C'est la même question, monsieur Jean de Dieu. Lorsqu'on parle des ressources politiques, là, il a des ressources politiques des candidats. Il a déjà évoqué des ressources financières, des ressources au niveau de la communication, etc., etc. Qu'est-ce que vous pouvez dire vraiment de ces ressources? Parce que si on devrait entrer, par exemple, dans le détail, est-ce que financièrement, ces candidats étaient partie égale par rapport à la campagne électorale? Merci de la question. En fait, si nous parlons des ressources, c'est très difficile de se prononcer là-dedans, n'étant pas parmi les organisateurs au niveau des ressources. Mais à vue sur terrain, justement, ça peut se voir, se démarquer, qui a mobilisé plus de ressources par rapport peut-être à l'autre. C'est qui, vous avez vu, qui a mobilisé plus de ressources on a vu que le parti CNDD-FDD avait vraiment mobilisé les ressources, je dirais, au niveau de la communication pendant la campagne, au niveau de l'habillement même, ça se voyait. Les t-shirts. T-shirts sur lesquels c'était griffé justement la photo du général. Donc ça se voyait vraiment que c'était quelque chose de bien préparé dès le départ. Donc on avait mobilisé, ça se voyait, des ressources financières pour se procurer tous ces éléments justement qui faisaient la visibilité pendant la campagne. Et les autres aussi, je peux dire en fait qu'ils avaient aussi mobiliser les moyens financiers et cela ça se voit justement le fait qu'ils ont pu je dirais sillonner presque toutes les provinces du pays, comme le parti, le CNR et Prona, Kira Burundi, ont pu quand même sillonner, même avoir les indépendants qui ont pu quand même, disons, essayer de toucher pas mal de provinces du pays. Est-ce que selon vous, le fait qu'ils aient pu sillonner tout le pays, est-ce qu'ils l'ont fait au même niveau ou il y avait quand même un petit déséquilibre? Bon, à ce point-là, je ne sais pas si, franchement, on peut parler de déséquilibre. Je pense que c'est question de choix de ces candidats en rapport avec là où ils ont leurs électeurs. Je ne vois pas comment on peut se présenter là où peut-être tu as moins d'électeurs par rapport à l'autre. Alors, ça dépendra vraiment des choix de ces candidats en rapport avec les milieux où ils se trouvent mieux par rapport à leur programme politique. Merci. Monsieur Aloïse, Jean de Dieu vient de parler des ressources financières qui ont permis quand même à certains partis, notamment le CNDD-FDD, à pouvoir développer quelques outils de communication, notamment les t-shirts. Peut-être il a oublié de parler des pancartes, on en a vu à travers toute la ville. Moi, j'ai entendu aussi des chansons qui participaient effectivement à cette campagne. Quelles sont les autres ressources qui étaient mobilisées par les candidats qui étaient en lice, d'après ce que vous aurez constaté? Bon, vous savez, maintenant nous sommes en train de discuter sur les élections au Burundi, mais j'ai l'impression que nous discutons seulement sur l'élection présidentielle. Alors, moi, je vais parler des ressources. C'était un triple scrutin, parce que la présidentielle a failli, j'allais dire, absorber les autres élections. Oui, c'est la partie la plus visible, apparemment, qui mais justement, c'est la nuance que je vais dire. Je vais parler des ressources humaines. Au niveau des ressources humaines, on a vu qu'il y a seulement eu 2 partis politiques qui ont pu mobiliser les ressources humaines dans toutes les provinces. Cela veut dire que ce sont les partis politiques qui ont vraiment une assise au niveau national. Parce qu'ils ont pu trouver non seulement les gens qui les suivent, galvaniser les masses paysannes, mais aussi ils ont pu avoir des candidats dans toutes les communes, toutes les provinces, et donc 2 partis politiques, le CNL et le CNDD-FDD, qui ont pu mobiliser des gens, des candidats conseillers communaux, des candidats députés et, bien entendu, le candidat à la présidence. Donc, les 2 partis politiques ont mobilisé les ressources humaines plus que les autres. Je reviens à une autre ressource, peut-être que les autres n'ont pas mentionné, c'est au niveau des ressources, j'allais dire, idéologiques. Lorsque on a suivi leur projet de société, on a entendu quand même qu'il y avait une certaine ressemblance dans leur projet de société. Surtout le CNL et le CNDD-FDD, à un certain moment, ils parlaient de la question de la gratuité scolaire.
continuer la gratuité scolaire. Ça, c'est vraiment, le CNDD l'a déjà fait, le CNL disait qu'il va continuer. Au niveau des soins de santé, c'était la même chose. Au niveau du développement de l'agriculture et autre chose, il y avait une certaine ressemblance dans les projets de société. Mais on a senti qu'il y avait d'autres candidats qui... Franchement, on avait une peine à pouvoir déceler leur projet de société. Vous croyez que la capacité de mobilisation des foules autour de ces deux partis était liée à leur programme ou c'était lié à autre chose? C'est une question très intéressante. Moi, je pense que c'est une question, j'allais dire que moi, ils m'ont donné une matière à penser. Parce que vous êtes chercheur surtout sur la question de mémoire. Et je pense que les deux partis politiques n'avaient pas, j'allais dire, les meilleurs projets de société plus que les autres. Non. Mais ils avaient quand même un background qui est en lui-même un projet de société, une histoire, une mémoire commune, une mémoire blessée. Une mémoire commune parce qu'ils avaient été tous au maquis, combattre comme rébellion contre un pouvoir établi à une époque donnée. Est-ce que ça constitue en soi une ressource ou ça constitue un fait d'histoire? Aujourd'hui, ça constitue une ressource première. Il faut le dire, première. Pourquoi? Qu'est-ce que les gens veulent comme changement? Depuis très longtemps, la plupart des Barundis, ils voulaient un changement au niveau de l'armée. Vous vous souviendrez que chaque fois qu'il y avait une question très difficile, les Barundis disaient cette question est vraiment difficile, comme celle de la réforme de l'armée. Et c'était entré dans la mémoire des gens, des Barundis. Ça montre que aujourd'hui, ces deux partis politiques qui sont venus avec une branche armée, au niveau de la population, avait une entrée très facile. C'est-à-dire, ils sont entrés avec une armée et ils ont répondu à une question très difficile à laquelle la population, l'électorat, je dis bien, s'opposait depuis très longtemps. Et donc, lorsque on entendait que seulement, ne fût-ce que le nom, ce sont ces gens-là, entre guillemets, qui nous ont libérés. Là, c'était déjà un atout pour aller, ne fût-ce qu'écouter, je ne dis pas voter, ne fût-ce qu'écouter et mobiliser. Il faut aller voir ces gens-là qui nous ont, entre guillemets, libérés. Merci, Aloïse. Continuons sur le même thème des ressources politiques, M. Denis. Vous avez parlé tantôt plus ou moins du monopole des canaux de communication, quelque part. Vous en avez déjà dit un mot. Mais à part toutes ces ressources qu'on a déjà évoquées, est-ce qu'il y a moyen de parler des ressources individuelles? Parce que le charisme même des candidats peut pouvoir influencer, j'allais dire, les foules. Qu'est-ce que vous dites des charismes, des ressources personnelles, des ressources individuelles par rapport aux candidats qu'on avait à travers cette élection? À travers cette élection, justement, il y avait, je dirais, différentes formes de charisme entre les candidats, surtout les candidats à la présidentielle. Pourquoi? Par exemple, si nous prenons le CNDD-FDD, avec son candidat, le général-major Ndaïchimié, il était, dans la plupart des cas, accompagné par le chef de l'État, qui renforçait son aura, sa présence. Oui. Et chaque fois dans son discours, le président de la République disait « Vous m'avez voté depuis 2005, 2010, 2015, et maintenant, moi, je soutiens ce candidat. Donc, voter pour ce candidat, c'est comme si c'était voter pour moi. » Ça devient une ressource supplémentaire par rapport aux autres candidats. Et puis, au niveau du CNL, par exemple, au niveau du CNL, il y avait un autre type de ressources au niveau du candidat qui portait le programme politique. C'est Agathon Rwasa. Agathon Rwasa, son originalité, c'est qu'il n'avait pas eu accès à ses électeurs depuis fort longtemps.
il ne pouvait pas sillonner le pays comme... Pourquoi vous dites cela alors qu'on sait qu'en 2015, il entre quand même dans les institutions? Oui, mais dans l'entre-deux élections, il n'avait pas eu l'occasion de sillonner le pays comme il avait fait le CNDD-FDD. Alors, le fait même de n'avoir pas été toujours visible, ça rendait curieux les gens qui voulaient qu'il y avait le voir. Un petit équilibre. J'ai vu Ouattara en train d'ouvrir des permanences. Il y avait toujours des foules derrière. Oui, là c'était vers les derniers mois à l'approche des élections. Mais dans l'entre-deux élections, je me souviens très bien qu'il n'avait pas accès ouvert aux réunions comme nous le voyons pour Ou bien le c'était parce CNDD. qu'il avait traîné à fonder son parti. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le constat que je fais. Alors, je disais que le fait même qu'il n'avait pas été visible sur le terrain plusieurs fois, ça peut provoquer une curiosité des gens qui voudraient alors le voir. Et puis, sur les ondes des radios, il disait qu'il était persécuté, lui et avec ses adhérents. Alors, ce fait même, laisse-moi m'exprimer, ce fait même de provoquer, de dire qu'il est opprimé, ça peut provoquer des effets pervers, comme on dit en sciences politiques. C'est-à-dire, ceux qui pensaient qu'en l'enfermant, il le prive de son électorat, peuvent provoquer alors le contraire, en trouvant que l'électorat plutôt a besoin de le voir et a besoin de galvaniser leur chef. Donc ça, c'est une ressource qui est difficile à déceler, mais qui est là aussi. Et puis, justement, tant que vous êtes là, est-ce que l'état de victime, parce qu'ils sont victimisés en montrant qu'il est persécuté, est-ce que l'état de victime pouvait attirer les foules sous forme de compassion pour le suivre effectivement, afin de pouvoir l'écouter? Je ne sais pas si c'est en termes de compassion ou de quoi, mais moi j'ai parlé de curiosité, ne fût-ce que de voir cet homme, ou alors peut-être de compassion aussi de voir cet homme qui se dit toujours victime, ou alors de le soutenir, mais aussi il y a la ressource, comme elle a dit Batungwanayo, la ressource historique. On le dit toujours, le leader historique des FNR avant qu'il ne fonde le CNR. Donc, cela compte beaucoup. C'est un homme qui a quand même des assises, et à voir comment les militants des deux principaux partis politiques couraient ou étaient enthousiastés, on trouvait vraiment qu'il y avait quand même quelques ressources individuelles à porter au programme politique. Ces résultats qui ont été annoncés, prononcés ou plutôt proclamés par le président de la CENI ont suscité quand même des contestations de la part, j'allais dire, du parti, le perdant, le grand perdant, le CNL. Il a relevé des irrégularités, des illégalités qui ont suscité un certain argumentaire en disant ça a été un fiasco électoral, parce que le terme a été utilisé. Est-ce que vous pensez qu'il a raison, il n'a pas raison, M. Aloïse? Bon, écoutez, en Afrique, on aime utiliser le terme de mauvais perdant. Ce n'est pas le terme que je vais utiliser, mais il y a quelque chose de spécifique pour les Barundi. Je vais donner un exemple. Dans les procès, c'est très rare que les Barundi plaident coupables, même s'ils reconnaissent l'infraction. Donc, si nous allons au niveau du football ou au niveau des jeux, c'est également très rare que les Barundi reconnaissent leur défaite dans les compétitions. Et donc, même les compétitions électorales politiques, ce n'est pas aussi évident de pouvoir reconnaître automatiquement que, voilà, on a été battu, parce que ce serait difficile à expliquer auprès de la masse qui vous a élu, qui vous a soutenu financièrement, moralement, matériellement. Et donc, dire que c'est un fiasco, c'est son droit de le dire, et surtout de façon, j'allais dire, jurisprudentielle. Parce que nous sommes comme ça, les Barundi, difficile d'accepter. Mais lorsqu'on voit, comment dire, la différence entre les pourcentages provisoires, je dis bien, est-ce que on peut se poser la question, est-ce que il y a eu irrégularité ou fiasco total? Est-ce que si on pouvait reprendre les élections, on peut avoir l'inversion de la tendance?
Bon, en fait, C'est ça, en fait. Vous revenez sur les pourcentages obtenus au niveau des présidentielles. Nous voyons que le général Ndayishimiye a obtenu plus de 68% des suffrages exprimés. Je ne parle pas des centièmes, des pourcentages derrière la virgule. Et Rwasa a obtenu plus de 24% des suffrages exprimés. En parlant de la différence, nous voyons qu'il y a plus de 40% de différence. Ouais. Est-ce que vous dites que cela suffit pour faire taire à Rwasa qui n'a pas raison de revendiquer sa victoire? Non, ça ne suffit pas. Reculons un tout petit peu en 2005, en 2010 et en 2015. Combien a eu Rwasa en 2010? À l'époque, il était du FNL. N'oubliez pas que là aussi, il a contesté. Justement. Mais il a eu combien? Il a eu autour de 14. Ah, pour vous, alors c'est un progrès? En 2015, il a eu autour de 19. C'est un progrès pour vous? Oui, le CNDD-FDD a eu 64, 65. Donc, si on essaie de comparer les résultats au niveau des pourcentages, il n'y a pas vraiment une différence si on essaie de faire une comparaison. Et je ne dis pas que le miracle peut s'opérer ou l'inversion, et pour des raisons peut-être qui seraient difficiles à expliquer. Mais on voit qu'il y a une sorte de progression et une sorte de comparaison des scrutins, des trois scrutins qu'on vient de vivre, je dis bien 2010, 2015 et 2020. Pour vous, les gens qui argumentent en disant ce sont des voix attribuées comme ça, par hasard, c'est un petit calcul qui avait été préparé auparavant. Est-ce qu'ils ont raison ou ils n'ont pas raison? Bon, cela, je pense qu'ils essaient seulement de regarder ces résultats sans pouvoir les mettre en perspective. Mais si on les met en perspective, ces gens-là qui peuvent attribuer des résultats et qui doivent avoir ce qui s'est passé dans les scrutins antérieurs, ouais. Ça vraiment, ils seraient des génies. Je pense que moi, personnellement, en attendant peut-être la décision de la Cour constitutionnelle, je pense que lorsqu'on essaie de regarder, d'analyser et de comparer les résultats plutôt provisoires sont quand même logiques. Et surtout, je donne un exemple. Ici, à mairie de Bujumbura, ouais. On le voit très bien, il y avait une présence des observateurs, des mandataires. Il y avait une présence également d'autres personnes, mais aussi il y a vraiment le CNL qui a dominé. Et s'il y avait eu des irrégularités très graves qui même peuvent entacher le scrutin, Rwasa allait rafler tous les sièges ici à Bujumbura. Mais on a vu ce qu'il a eu. Il a eu vraiment un bon score. Mais si je ne me trompe pas, voilà, le résultat, c'est à peu près... Encore, on va revenir vraiment sur les résultats particuliers de Bujumbura parce que ça contraste avec le reste du pays. Monsieur Jean de Dieu, Aloïse parle que c'est logique avoir les chiffres que la CENI présente. Est-ce que la même logique se présente chez vous? Oui, en fait, je pense que ces résultats ne tombent pas du ciel de toute façon. Nous aussi, on a voté, on a été sur les lieux de vote. On peut être témoin donc, de ce qu'on a vu. Bien entendu, ce n'est pas dans tout le pays, mais de toute façon, nous disons que c'est logique, ces résultats. C'est logique dans le sens des résultats. On attend que ça soit contesté. Ça a été contesté. On attend effectivement qu'on porte plainte auprès des institutions habilitées pour trancher. Mais comme ça, on vient de le signaler, cette différence est franchement nette de 44%, si j'essaie de calculer, 68 moins 24. Donc, c'est énormément large pour ne pas arriver à renverser ces résultats, même, je dirais, après, disons, les plaintes. Parce que, de toute façon, ça a été bien dit, dans la ville de Bujumbura, où le parti contestataire arrive à démontrer une forte victoire, je dirais. Mais justement, comme vous parlez de la ville de Bujumbura, ça contraste avec le reste des autres provinces. Pourquoi ce contraste qu'on observe vraiment sur la ville de Bujumbura, alors que dans d'autres régions, dans d'autres provinces, le CNDD-FDD vient pratiquement partout en tête?
Oui, c'est toujours une caractéristique justement des villes, hein, des villes qui démontrent toujours une certaine maîtrise de la réalité, souvent, et par après... Alors, c'est pour dire que les autres gens qui habitent les autres contrées ne maîtrisent pas les réalités du pays. Non, c'est que les gens de la ville aiment toujours le changement. Parce que pour le parti CNR, par exemple, on peut dire ce qu'on appelle dans le jargon scientifique le ras le bol. Ça veut dire tout sans. C'est-à-dire, je peux dire d'une manière, je dirais, pas trop sur les vrais adhérents du parti et les autres qui veulent le changement, mais qui n'ont pas une adhésion sûre pour exprimer leurs souhaits et qui, à ce moment-là, se mettent à côté de quelqu'un pour que finalement on renverse celui qui est au pouvoir. C'est ça qu'on appelle justement le ras le bol, c'est-à-dire tout sans celui-ci-là. Donc je pense que ça a été joué énormément ici, dans le sens que je ne pense pas que tous ceux qui ont voté Ouassa sont des vrais adhérents de lui. Mais rappelons aussi que Ouassa ne fait pas un bon score seulement dans Bujumbura. Il me semble qu'au sud du pays aussi, à Bururi, il fait aussi un bon score. Monsieur Denis, à part les explications que Aloïse et Jean de Dieu ont déjà données, est-ce que vous avez d'autres explications pour expliquer les tendances que la CENI a proclamées par rapport aux chiffres? D'abord, avant d'entrer en profondeur, je dirais quelque chose au niveau de la forme. Oui. Et il faudrait être attentif. Parce que parfois on se presse sans entrer, sans d'abord jeter un coup d'œil sur la forme. Au niveau des écritures, comme les résultats provisoires ont été présentés, là c'est très bien. Circonscription par circonscription, candidat par candidat, là c'est bien. Mais au niveau de fond plus une légère forme, nous n'avons pas de taux d'abstention. C'est-à-dire, la CENI nous montre le nombre de participants, mais il ne nous dit pas ceux qui n'ont pas participé. Ça, c'est une limite et très importante. Et c'est-à-dire, lorsque je dis le taux d'abstention, c'est que la CENI est tombée dans le piège du code électoral. L'abstention déterminée par le code électoral n'est pas l'abstention à utiliser dans ce genre de consultation. C'est-à-dire, les gens inscrits, mais qui n'ont pas fait le déplacement pour aller voter. Et apparemment, ils sont autour de 700 000. Donc, la CENI ne nous donne pas ça. Et puis, deuxièmement, la CENI nous donne des taux de participation très contradictoires et incompréhensifs. Je vous fais un exemple. Dans la présidentielle et les législatives, nous n'avons pas les mêmes taux de participation pour une même circonscription. C'est incompréhensible. Et là, vous tirez cela du rapport de la CENI ou... Du rapport de la CENI que j'ai sous mes yeux. Alors, exemple, dans la circonscription, je ne parle pas de la province, c'est la circonscription en termes électoraux. Dans la circonscription de Gitega, il y avait 444 688 inscrits. Et puis, la CENI nous donne comme taux de participation pour la présidentielle 88,51. Mais pour les législatives, la CENI nous donne 86,69. Mais c'est possible que quelqu'un vote pour seulement les présidentielles, pas pour les Je législatives. ne parle pas du vote, je parle de la participation. Est-ce que c'était possible que quelqu'un participe pour la présidentielle sans participer pour la législative? Bon. Est-ce que c'est pas possible? Il y avait 3 bulletins, n'est-ce pas? Ouais. 3 bulletins, et un bulletin pour les présidentielles, Ouais. un bulletin pour les législatives Ouais. et un bulletin pour les communaux.
est-ce qu'il ne peut pas y avoir, j'allais dire, une situation où quelqu'un vous faites une confusion. de l'isoloir avec seulement 2 bulletins? Vous faites une confusion. Vous parlez du vote, moi je parle de la participation. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous arriviez pour les 3 scrutins. C'est-à-dire que sur la liste d'émargement, vous étiez là entière. Donc on ne peut pas avoir des taux de participation différents pour la présidentielle et pour les législatives. Parce qu'on était là déjà et on mettait le vu devant la liste d'émargement lorsque la personne était là. Qu'est-ce que la CENI va nous dire? C'est la même chose pour Bujumbura. Toutes les provinces, c'est la même chose. Mais pour Bujumbura, c'est un tout petit peu catastrophique parce que nous avons pour les présidentielles 67,84, c'est à peu près 68, et pour les législatives 64,40. Et tant que vous parliez de la mairie de Bujumbura, il faudra faire attention aussi. Nous avons le CNR qui a gagné, mais nous avons 170 000 abstentionnistes. 170. 170 000. Ça peut 000. représenter quel pourcentage par rapport aux autres? À peu près 35 dans la mairie de Bujumbura. 35% d'absents. Alors, si on additionne les participants et les absents, ça devait normalement faire 100%. Oui, Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est le cas. C'est le cas pour moi qui parle de... Je fais remarquer pour la ville de Bujumbura, pour la mairie de Bujumbura, pardon, qu'il y a une particularité quand même à ne pas négliger. Même si on dit Gwassa a gagné, comme exemple de la circonscription où Gwassa a gagné, il y a quand même une particularité. Les inscriptions ont été faites en 2018 et puis complétées par après. Donc, c'est-à-dire après que les réfugiés soient partis. Donc, comment les 170 n'ont-ils pas pu aller voter? Bon, peut-être on pourra... Il y en a qui peuvent se dire nous ne sommes pas intéressés par l'élection, par exemple. 170 000 à Bujumbura, c'est possible. Alors, je pense qu'il y a une confusion de la part de la CENI entre ce qu'il faut appeler les taux de participation et le taux de suffrage valablement exprimé. La CENI risque d'avoir confondu le taux de suffrage valablement exprimé avec les taux de participation. Alors, ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis, autre remarque, tant qu'on parle des résultats, les résultats, nous les avons, pour le moment, nous les avons de 2 manières. Il y a eu les résultats présentés par la CENI. Oui. Le président de la CENI, c'était le 25, oui. N'est-ce pas? Et puis, nous avons les résultats que nous devions tirer du site de la CENI, je ne les vois pas, mais on a pu avoir quand même le rapport provisoire de ces résultats. Où est-ce que vous avez tiré ce rapport? Bon, sur quelques réseaux sociaux, mais c'est de la CENI parce que je vois bien. Est-ce que vous croyez que c'est un document authentique? Oui, c'est très authentique et c'est vérifiable. Parce que ça porte déjà tous les logos de la CENI et puis... Est-ce que ça ne peut pas être... C'est en PDF. Je sais que c'est authentique. Alors, je vous fais remarquer quelque chose. Lors de son message, le président vainqueur de l'élection a remercié ses électeurs en disant qu'il avait voté à plus de 68% pour la présidentielle et à plus de 80% pour les législatives. Mais j'ai le message. Et puis, d'ailleurs, tout le monde a écouté le message. Mais ce n'est pas ce qui est dans le rapport des résultats provisoires de la CENI. Alors, déjà là, il faudrait rester sur nos prudences parce que on ne sait pas exactement si les résultats présentés par le président de la CENI, le 25, sont ceux-là à prendre en considération ou alors ce sont les résultats que nous avons comme étant les résultats provisoires de ce triple scrutin. Donc, il y a alors des contradictions qui nous poussent à ne pas être à l'aise dans l'analyse de ces résultats. Mais merci Denis. Mais on peut imaginer que ce sont des erreurs qui se sont glissées au niveau de la présentation de ces résultats. Parce que, à écouter même le jour de la présentation, le président de la CENI s'excusait beaucoup en disant il peut y avoir une erreur quelque part. Est-ce que ces erreurs peuvent être d'une ampleur
aussi grande que ça pourrait vraiment donner le discrédit par rapport à ce qui est présenté comme résultat. Je ne parlerai pas de discrédit, mais en tant qu'analyste, je constate. Par exemple, s'il dit que, s'il remercie ses électeurs en disant que pour les législatives, le CNDD-FDD a gagné les élections à plus de 80%, et que sur le rapport provisoire, nous avons 68%, vous n'allez pas me dire que 22 ou 12%, c'est trop peu. Et puis, j'attire l'attention pour mes collègues ici présents. Il y a des lois cruelles. Voilà l'expression. Il y a des lois cruelles. En termes d'élection, il faut faire attention parce que la loi cruelle existe. Ça existe au Burundi ou ailleurs? C'est universel. C'est-à-dire, lorsque on triche, il faut tricher carrément jusqu'à creuser l'écart à telle enseigne que ceux qui regardent l'écart se disent, même si on faisait ces recours, ça n'allait pas renverser les tendances. Donc ne tombez pas dans cette loi de la cruauté électorale. Ça existe. Donc, je ne dis pas qu'il y a eu tricherie, mais ne tombez pas dans ce piège, parce que c'est ça, étonnamment, la loi cruelle de l'élection. Chers invités, chers auditeurs, je rappelle que nous sommes dans le débat Mosaïque. Nous sommes en train de débattre sur les résultats proclamés par le président de la CENI et les résultats des élections présidentielles tenues en date du 20 mai 2020. Nous avons trois invités. Nous avons tous des politologues. Aloïse Batongwanayo qui est doctorant, il fait des recherches en sciences politiques, il prépare une thèse sur les mémoires plurielles. Il y a Jean de Dieu Ndikoumana qui est professeur à l'École nationale d'administration. Il a fait de la sociologie politique. Nous avons aussi Denis Banchimiboussa qui est aussi politologue, spécialiste des partis politiques et des élections. Le débat continue. On parlait tantôt des lois cruelles qui créent, j'allais dire, des écarts un peu incompréhensibles. Tantôt on évoquait plus de 40%, etc., etc. Mais la vérité aussi peut être présentée dans ces résultats-là. Et je ne sais pas si les autres invités, par exemple Aloïse, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Denis dit pour clôturer ce dossier des irrégularités? Bon, permettez quand même, avant de revenir sur ce que Banchimiboussa dit, de donner un autre argument peut-être qui atteste l'écart où les résultats serrés au niveau de Bujumbura et de Bururi. Il faut dire que le parti au pouvoir qui vient de gouverner le Burundi pendant 15 ans a laissé ces deux régions. Les a laissés comment? C'était des régions qui étaient administrées par le CNDD-FDD. Oui, administrées, mais au niveau des avantages, ouais. On le voit très bien que aujourd'hui, Bujumbura, c'est vraiment une capitale où le régime CNDD-FDD depuis 2005 n'a pas investi. Ça, il faut pas passer de gauche à droite. Je donne un exemple. Sans faire de spéculation. Non, au niveau des routes. Vous avez des niveaux d'investissement pour regardez au niveau des routes. Oui. Allez à l'intérieur. La plupart des routes sont vraiment neuves et vraiment de belles routes. Hein. Non, quitter Bujumbura jusqu'à Gitega, c'est une route impraticable. Aujourd'hui, la capitale de Gitega est asphaltée. La capitale de Gitega est asphaltée aujourd'hui. C'est la capitale, mais de Bujumbura à Gitega, la route est comment maintenant? Apparemment, il me semble qu'elle n'est pas bien faite. Oui, c'est quelle région? Okay. Il n'y a pas une région. Mais je parle des villes. Je parle des villes, je parle des contraints. Bururi également, ou le sud tout simplement, c'est vraiment des régions lorsqu'on regarde les projets qui se font ailleurs. C'est vraiment là où les gens, je dis le régime du CNDD depuis 2005 n'a pas mis beaucoup d'efforts pour pouvoir intéresser l'électorat. D'ailleurs, à un certain moment, je ne vais pas citer les politiques qui ont dit à un certain moment, puisque Bujumbura ne vote pas pour nous, on va aller ailleurs. Là, je ne vais pas citer quelqu'un qui l'a dit, mais c'est quelqu'un qui est vraiment haut placé, et on l'a vu. Et surtout, je dis bien, 2015, on a vu que la plupart des activités organisées par le régime étaient organisées ailleurs.
je pense que c'était la toute première fois qu'on voit des réunions du Conseil des ministres qui se tiennent ailleurs qu'à Bujumbura. Ouais. Je pense que j'ai été à un certain moment au CFCIB pour voir le taux d'occupation des hôtels. À l'intérieur, c'était chaque jour occupé et le pourcentage, c'est à 62%, alors qu'à Bujumbura, c'était 38% au niveau des hôtels. Donc, cela montre que lorsque Bujumbura n'avait pas de visiteurs étrangers, c'est-à-dire les activités de développement, les conférences, se faisaient ailleurs. Je ne dis pas que c'est une façon de punir parce que l'électorat n'a pas porté le choix pour le parti au pouvoir, mais on voit quand même que les deux régions qui ont voté beaucoup plus le CNL, c'est des régions qui se sentent à un certain moment délaissées par rapport aux autres régions. Ouais. Donc, ça, c'était un point peut-être à ajouter. Et si j'essaie de revenir à ce que Bachir Moussa disait de loi cruelle, ça peut être possible. Mais il faut que les auditeurs nous entendent. Il n'a pas dit une loi cruelle spécifiquement pour le Burundi. Non, universelle. Il a parlé d'une loi de façon universelle. Oui, ça peut être possible. Et là, on va attendre que le parti qui se sent lésé, et il y en a, parce qu'il y a d'autres partis politiques qui étaient en lice, qui ont déjà pris acte des résultats provisoires. Le CNL était représenté dans tous les bureaux de vote, ça c'est un fait, et il aura à démontrer avec des PV signés si réellement cette loi cruelle a été appliquée pour le cas du Burundi. Pour nous, qui n'étaient pas, j'allais dire, des acteurs clés des élections, on ne peut pas l'affirmer, non plus on ne peut pas le contester, mais on attend à ce que le parti lésé nous montre. Sinon, nous sommes en train de faire des analyses, des conclusions sur ce que nous voyons et sur ce qui nous a été présenté. Juste une petite virgule. Monsieur Denis, une loi cruelle, comme vous l'en dites, c'est une loi écrite ou ça se trouve dans les têtes des gens? Normalement, lorsque vous portez plainte contre les fraudes, parfois on parle de fraude massive, et la loi en question pousse la Cour à analyser les quelques exemples donnés pour montrer ces fraudes massives ou ces autres irrégularités, pousse la Cour à les analyser et à dire, en analysant les cas que vous avez présentés, même si ces cas s'avéraient corrects, il n'allait pas inverser les tendances, il n'allait donc pas vous pousser à gagner l'élection. Okay. Donc, vous êtes perdant. Je disais que c'était une virgule. Monsieur Jean Dodieu, tantôt on discutait en disant, sur le site de la CENI, on ne trouve pas le rapport. Mais il me semble que le rapport a été sur le site. Maintenant, on ne le trouve pas. Est-ce qu'il y a une explication à cela? Qu'est-ce que vous pouvez imaginer? Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi est-ce que la CENI ne veut pas que son rapport soit visible sur son site? Bon, ce que nous connaissons, c'est qu'on a assisté, c'est de toute façon que la CENI a proclamé d'une manière solennelle dans l'hôtel Club du Lac Tanganyika. Alors, lui aussi, comme vous l'avez bien souligné, il disait qu'il peut y arriver des irrégularités pendant justement de la proclamation. Donc, alors, si le rapport finalement qui était là a été retiré, s'il ne se trouve pas là, parce qu'il ne devrait pas normalement être là, alors à ce moment-là, sûrement qu'ils sont en train de faire le toilettage, enlever les erreurs. Oui, parce que je me rappelle combien de fois, en fait, tout le monde attendait impatiemment justement les résultats. Donc, sûrement que la CENI, ça a il y a eu des erreurs, effectivement, parce que même le président de la CENI en a parlé lors de sa présentation. Mais pourquoi est-ce que la CENI s'est précipitée à donner des résultats alors qu'il n'avait pas encore terminé de rédiger son rapport, du moment qu'on savait que la date butoir de proclamation des résultats provisoires, c'était le lendemain, mardi le 26. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait le 25? Bon, ça doit être une raison difficile à comprendre, parce que nous attendons ce qu'on nous dise, et sûrement que la CENI doit avoir une raison particulière d'anticiper le jour prévu, qui était le 26.
Mais de toute façon, cette anticipation, je ne pense pas que ça nous aide vraiment à résoudre le problème ici que nous sommes en train d'analyser les résultats. Ça va être connu, sûrement les raisons derrière cette anticipation. Alors, ce que nous pouvons, disons, dire jusque-là, c'est les résultats qu'on a vus. Si le rapport était mis sur leur site, de toute façon a été vu, a été consulté. Donc, et d'ailleurs, ça peut donner l'idée d'analyse par rapport au niveau comparatif, par rapport à l'autre rapport qu'on peut mettre par après, qui donnerait des résultats différents ou les mêmes. Donc, moi, je me dis que le fait que le président de la CENI s'est présenté le jour même en disant qu'il peut y avoir des irrégularités, que maintenant, peut-être, ils se sont rendus compte qu'ils se mettent au toilettage justement de ce document, peut-être avant qu'il soit mis sur le site. Pourquoi la CENI s'est précipitée à présenter les résultats? À ce que je sache, c'est pour la première fois que nous entendons un président de la CENI présenter des résultats en disant qu'il peut y avoir des erreurs. C'est pour la première fois? Oui, c'est pour la première fois. La comparaison, vous la faites sur quelle fourchette? Nous avons 2005, nous avons 2010, nous avons 2015. Ah. Ouais. Okay. Et puis, la question est normale. Vous avez dit, qu'est-ce qui a poussé la CENI à se presser? Du moment qu'on nous avait donné le rendez-vous le 26. Et puis, du moment que le président de la CENI lui-même avait dit que les compilations terminées en commune, ça sera au niveau des provinces, et puis après les provinces, ça sera au niveau national. Alors, d'où pouvaient provenir les erreurs? Du moment où que tout avait suivi... les erreurs de calcul, parce que l'erreur est humaine. Les erreurs de calcul qui poussent à avoir législative 80 et puis revenir à 68? J'hésite. Monsieur Aloïse, l'Église catholique, c'est quand même un acteur important dans la société burundaise, avoir les quotas des pourcentages des chrétiens ici dans notre pays, chrétiens catholiques. La déclaration des évêques catholiques, il y a quelqu'un qui disait que ça a donné encore des ailes pour le CNL. Est-ce que c'est votre avis? Moi, je dirais pas non. Tu dirais oui donc? Non, je dirais pas non et je dirais pas oui. Pourquoi? Mais je nuance. C'est pourquoi je dis ça. J'ai écouté le communiqué de la conférence des évêques catholiques. C'est un communiqué qui accepte qu'il y a eu des irrégularités. Mais en même temps, ils affirment que l'élection s'est passée dans le calme, globalement dans le calme. Paisible. Donc, les élections étaient vraiment paisibles. Et ils disent qu'il y a eu des irrégularités, mais ils ne prononcent pas massive ou voilà sur quel pourcentage. Et le communiqué dit... Mais voilà, ils ont dit que ils n'ont pas encore le rapport détaillé, mais à partir des éléments qu'ils ont déjà récoltés, de par les observations qu'ils ont faites, ils pouvaient quand même soutenir la déclaration qu'ils ont dit. Peut-être que dans le rapport détaillé, ils le disent même. Ils donnent des exemples de ces irrégularités. Le communiqué dit il y a eu bourrage dans certaines urnes. Mm-hmm. Moi, j'ai retenu dans certaines urnes. Ils ne donnent pas le pourcentage. Dans combien? Parce qu'on avait, si je ne me trompe pas, autour de 14 600 et quelques bureaux de vote. Mm. Ils n'ont pas dit dans combien de bureaux de vote il y a eu bourrage. Apparemment, il sera difficile de le dire comme ça parce qu'ils n'ont pas été dans tous les bureaux de vote parce que leurs ils avaient seulement autour de moins de 3000. C'était 2700, quelque chose comme ça. Donc... Mais c'est quand même un échantillon pas moins important. Justement, c'est un échantillon et j'ose espérer qu'ils étaient largement, je vais dire, l'Église catholique était largement représentée ici à Bujumbura parce que ça peut être un échantillon qui peut être compréhensible. Comme ça, l'Église catholique pourra nous dire. Mais ils ont dit bourrage dans certaines urnes. Cela veut dire qu'ils n'ont pas constaté, là, partout où ils étaient, je les prends au mot. Partout où ils ont été, ils n'ont pas dit que partout où ils ont été,
il y avait bourrage des urnes. Ils ont dit également la liberté, les libertés publiques n'étaient pas bien respectées, mais ils n'ont pas dit à quel pourcentage ou dans combien de bureaux de vote. Donc pour vous leur déclaration n'influence en rien pour me résumer, valeur par rapport Non, c'est plutôt ce qu'ils disent, ça donne de la valeur et pour moi, ça donne de la légitimité parce que j'aime suivre justement l'actualité électorale. D'ailleurs, je vous dis maintenant... C'est la légitimité des résultats du vote ou c'est la légitimité du contestataire? Non, des résultats du vote. Parce que dans tous les processus que moi j'ai pu suivre, et je vous dis d'ailleurs pour le cas du Burundi, je suis tout près de quelqu'un qui a administré les résultats pendant des années, j'ai suivi les résultats, j'ai couvert les processus électoraux 2005, 2010 et 2015 une partie. Oui. Lorsque quelqu'un peut dire qu'il n'y a pas eu d'illégalité, il sera vraiment un menteur. Je suis désolé de le dire. Quelqu'un qui dira qu'il n'y a pas eu d'illégalité, ce serait un menteur. Mais il irait savoir à dire, comme l'a dit mon frère Bashimi Woussa, est-ce que ces illégalités sont massives? Et s'ils sont massives, là, le scrutin est biaisé au départ. Si ces illégalités ne sont pas massives, on peut voir comment la Cour constitutionnelle dit « vous avez raison, vous n'avez pas eu 2, 3, 4 sièges et maintenant vous l'avez ». Et d'ailleurs, je vous dis que ça commence à être posé comme question. Je vous donne un exemple à Kayanza. Il y a au niveau des législatives quelqu'un qui est élu député alors qu'il est, vous savez, on a des listes bloquées, qu'il est le numéro 4, alors que le numéro 2 n'a pas été élu du côté CNL. Comment ça peut se faire, ça? Justement, peut-être la Cour constitutionnelle ou le fait que la CENI a retiré les résultats provisoires, peut-être on est en train de réajuster, mais ça, je l'ai vu. Le numéro 2, sur la liste bloquée du CNL, n'a pas été élu, mais le numéro 4 a été élu. Et à Bujumbura également, le numéro 2, probablement qu'il était en prison, mais n'a pas été élu, et le numéro 4 a été élu. Donc peut-être c'est des illégalités comme ça. Nous tirons vers la fin de cette émission, mais quand même, il faut parler des perspectives. Qu'est-ce qui va suivre avec ces contestations? D'après vous, vous êtes des analystes de la société. Qu'est-ce qui va suivre, monsieur Jean Dodieu? Oui, merci. Qui va suivre comme perspective? Je pense que c'est déjà bon de dire que le processus électoral s'est bien déroulé dans le calme. Ça, ce sont des signes parlants. Ce sont les évêques qui l'ont dit. Ce sont les évêques qui ont dit. Oui. Il y a des félicitations qui viennent ici et là, tout en retournant justement à cette affirmation de du bon déroulement des élections dans le calme. Alors, jusqu'à maintenant, penser les perspectives, justement, c'est dans ce sens d'attendre qu'une partie lésée, un parti politique lésé, porte plainte et puis que la Cour constitutionnelle tranche pour justement nous dire la proclamation finale des résultats. Et que le meilleur gagne. Et que le meilleur gagne dans ce cas-là. D'accord. Monsieur Denis, en termes de perspective, qu'est-ce que le Burundi et les Burundais en fait devraient attendre de ce processus parce qu'il a besoin de vivre en paix, etc., etc. Oui, avant de parler de perspective, permettez-moi de faire une petite parenthèse sur le caractère du message des évêques. Oui. Alors, le message des évêques, c'est un message déclaratif. Des évêques catholiques, parce qu'il y a des évêques catholiques, pardon. C'est un message déclaratif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, comme pour tous les autres observateurs, ils ont le droit de dire ce qu'ils ont vu et ils l'ont vu et ils le déclarent. C'est donc le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est un message quand même très important. Parce que, à ce que je sache, on n'a pas eu d'autres observateurs qui ont couvert de cette manière-là et qui ont déjà fait ce genre de déclaration. Et c'est un message très important
parce que l'Église catholique, quand même, il a une force morale au niveau du pays. Et puis, ce sont des gens qui ont parlé au nom de ceux qu'ils avaient envoyés sur le terrain. Donc, pour les décideurs, ils peuvent se servir de ce message, même si le message est déclaratif. Alors, au niveau des perspectives, c'est-à-dire après avoir épuisé les voies de recours, c'est que le processus électoral continue, notamment avec les sénatoriales et puis les collinaires. Et puis, ce sera la mise en place des institutions élues qui auront alors besoin de se légitimer en accomplissant les promesses de campagne. Bon, chers auditeurs, chères auditrices, nous arrivons à la fin de notre émission. C'était le débat Mosaïque qui était animé par Sylvain Takarutimana. J'étais avec 3 invités. Le docteur Denis Banchimiboussa, politologue, professeur à l'Université du Burundi, spécialiste des partis politiques et des élections. Merci d'avoir participé à ce débat, M. Denis. C'est moi qui vous remercie. Nous étions aussi avec le docteur Jean de Dieu Ndikoumana. Il a fait comme étude de la sociologie politique. Il est professeur à l'École nationale d'administration. Merci, monsieur Jean de Dieu, pour avoir participé à ce débat. Oui, c'est moi qui vous remercie. Nous étions également avec un 3e invité, M. Aloïse Batongwanayo. Il est doctorant en sciences politiques. Il est en train de préparer une thèse sur les questions liées aux mémoires plurielles. Merci, M. Aloïse, d'avoir participé à ce débat. Sophie, un plaisir pour être invité. Merci, chers auditeurs, vous qui avez pris le temps de nous écouter. Merci à Séraphine Hakizimana Innocent Bibonimana qui était à la prise du son et à la prise d'image. Merci Renaud Tunionkeza et Marie-Justicia Tuyikeze. Merci à tout le monde. À la prochaine.